Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexis Rastier pour un tout nouvel épisode des Âges d'été. Et aujourd'hui nous allons découvrir les débuts des thérapsides au cours du Guadeloupéen au Permien moyen. À travers cette vidéo, nous étudierons les tout premiers thérapsides à la morphologie parfois étrange. Et bien sûr, ils vont vous captiver durant les prochaines minutes. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira et bon visionnage. Le Permien, dernière période du Paléozoïque s'étendant sur environ 50 millions d'années, de 299 à 251 millions d'années, est constitué de 3 séries, le Cisuralien, le Guadeloupéen et le Lopingien. C'est au cours de ces deux dernières séries que les thérapsides vont rapidement se diversifier et conquérir de très nombreuses niches écologiques. Mais avant tout, il est important de résumer l'extraordinaire histoire évolutive de ces premiers thérapsides. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo des 44 minutes sur les reptiles mammaliens, Archaeopteryx, le synopside le plus basal que l'on connaisse, fait son apparition dans leur registre fossile, voici 310 millions d'années. C'est un Ophiacodontia, et très rapidement, le clade qu'il représente va prospérer dans les forêts du Carbonifère. Aux côtés de ces Ophiacodons apparaissent d'autres synapsides, les Caesoria, à l'histoire évolutive encore assez mystérieuse. Ils seront très certainement les premiers grands amniotes herbivores. Ces premiers synapsides, appelés vulgairement pélicosaures, sont en réalité partagés en deux clades bien distinctes. Les eupélicosaures, constitués des ophiacodontes, des édaphosaures, des varanopséidés et des sphénacodontes, mais aussi les caesoria cités précédemment, avec les caesidés et les éotyridés. Les eupélicosaures plus particulièrement sont surtout représentés dans le Cisuralien ou Permien inférieur et domineront les milieux terrestres en occupant les niveaux trophiques les plus élevés, avec par exemple les plus grands prédateurs que l'on connaisse dans ce clade, les sphénacodontidés, auxquels appartiennent les genres Sphénacodon ou encore le célèbre Dimétrodon. Et ce sont ces derniers qui vont nous intéresser pour la suite de cette vidéo. En effet, un genre découvert dans le Sac-Marien texan, c'est-à-dire un fossile vieux de 292 millions d'années, soit le Cisuralien inférieur, attire tout particulièrement l'attention des paléontologues, car il pourrait bien être le thérapside le plus basal connu jusqu'alors. Il s'agit du genre Tetraceratops, et c'est avec lui que commence cette vidéo. Le genre Tetraceratops conserve encore aujourd'hui un très grand mystère en paléontologie, celui de son appartenance phylogénétique. En effet, il y a encore peu, les paléontologues pensaient que Tetraceratops était exclusivement un eupélicosaure sphénacodontidé. Cependant, aujourd'hui, on doute de cette affirmation, et la communauté scientifique émet deux possibilités. Soit l'animal est un eupélicosaure sphénacodontidé, comme on l'avait imaginé, soit il s'agit d'un thérapside basal, auquel cas il s'agirait du plus ancien thérapside connu jusqu'alors. Le genre Tetraceratops, dont l'espèce type est Tetraceratops insignis, est un synapside au crâne très ornementé. Il fut découvert en 1908 dans les roches texanes du Sac-Marien, daté d'environ 290 millions d'années avant notre ère au Cisuralien inférieur. La découverte se traduit par un unique crâne très bien conservé, révélant des excroissances osseuses ornant le préfrontal, le prémaxillaire, mais aussi l'os angulaire. Ces excroissances osseuses faisaient penser à des cornes, justifiant ainsi le nom Tetraceratops, littéralement tête à 4 cornes. Ces excroissances osseuses avaient d'ailleurs comme fonction, je pense, une forme de dimorphisme sexuel. Enfin, la taille de l'animal est totalement indéterminable. On ne connaît à ce jour de lui qu'un seul et unique crâne d'environ 9 cm de long. De ce crâne, on tire cependant quelques conclusions. La fosse temporale de Tetraceratops est très proche de celle des Biarmosuchiens, cependant le prémaxillaire déformé et la denture sont typiques des sphénacodontes. Les canines sont assez similaires à celles de Dimétrodon. Tetraceratops est donc encore aujourd'hui un taxon indéterminé. Certains auteurs les classent parmi les sphénacodontidés et d'autres parmi les thérapsides basaux, mais il est encore aujourd'hui impossible de trancher. En tout cas, Tetraceratops était très certainement un synapside prédateur carnivore, à en juger par la taille de sa fosse temporale ainsi que par sa denture typique des carnivores. Il vivait dans les vastes milieux forestiers du nord-ouest de la Pangée, voici 290 millions d'années à la fin des grandes forêts du Carbonifère.
Au cours du Guadeloupien ou Permien moyen, un processus de réchauffement global débute, mettant un terme à la longue période de glaciation ayant perduré au cours du Césuralien et du Carbonifère inférieur, engendrant le dernier grand déclin des vastes forêts tropicales de Lycopode isouetopside datés du Pennsylvanien supérieur. Mais de nouveaux écosystèmes se forment et c'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers thérapsides. Les thérapsides les plus basaux, si on nommait le Tetracératops, eh bien sont les Biarmosuchiens, que nous allons à présent découvrir. Au cours du Wardien, il y a environ 270 millions d'années, apparaissent dans le registre fossile les Biarmosuchiens. Des thérapsides anatomiquement très proches des Eupelicosaures sphénacodontidés, dont les tailles ne dépassent guère les 2 mètres de long et se traduisant généralement par de petits prédateurs dont certains ont un crâne pachyostosé, comme chez les Burnétéidés. Ces synapsides, principalement représentés dans les roches permiennes sud-africaines et russes, se caractérisent principalement par leur fosse temporale davantage élargie par rapport à celle des sphénacodontidés, ainsi que par la disparition dans la denture des canines du prémaxillaire que l'on retrouve chez Tetracératops et les sphénacodontidés. Seule une paire de canines sur le maxillaire est conservée et ces dernières vont se développer davantage, faisant penser à celles des mammifères prédateurs ou encore des gorgonopsiens. La denture devient ainsi plus hétérodonte. Comme je l'ai dit précédemment, le clade des Biarmosuchiens présente aussi les premiers synapsides à avoir des crânes pachyostosés. Vous le verrez par la suite, mais c'est un détail particulièrement important. Les Biarmosuchiens, contrairement à leurs homologues dinocéphales, vont perdurer tout au long du Permien jusqu'à la crise permo-triasique. Et de plus, ils ne connaîtront aucune réelle phase de déclin jusqu'à cette dite crise. Leur diversité n'aura cessé d'augmenter jusqu'au Shangxingien terminal, ce qui est remarquable. Voyons plus en détail certains genres de ce groupe. Eotitanosuchus est probablement l'un des Biarmosuchiens les plus anciens connus à ce jour, mais aussi l'un des plus grands. Ce genre, ayant pour espèce type Eotitanosuchus olsoni, vécu il y a environ 268 millions d'années dans le Wardien russe. L'Eotitanosuchus a été découvert et décrit en 1962 dans les roches sédimentaires permiennes datées du Wardien, situées dans la ville d'Okhtior en Russie. L'holotype est constitué d'un seul et unique crâne fossile, plutôt bien conservé certes, mais dont la mandibule est absente. La taille de l'animal est estimée à 3 mètres de long, ce qui est remarquable pour un Biarmosuchidé, et du fait de ses mensurations, il devait être le plus grand prédateur de son milieu. Cet organisme se caractérisait par des canines hyper développées, faisant penser à des dents de sabre, et bien évidemment par une fosse temporale plus réduite que chez d'autres Biarmosuchiens. Cela suppose donc des muscles temporaux moins développés, et donc une mensure moins puissante. Comme la plupart des thérapsides, dont tous les Biarmosuchidés, l'Eotitanosuchus était pourvu de membres postérieurs et antérieurs quasiment alignés sous le corps, donnant une posture dressée proche des thérapsides mammaliomorphes. Les fossiles d'Eotitanosuchus ont été découverts dans des dépôts d'inondation, des roches sédimentaires indiquant tout simplement la présence d'une ancienne tourbière. De nombreux squelettes de son cousin Biarmosuchus, mais aussi d'Estemenosuchus, ont été découverts dans ce même site. Eotitanosuchus devait donc très certainement être l'apex prédateur de ce milieu, mais ce dernier devait très probablement affronter d'autres grands synapsides, visiblement parfaitement armés pour se défendre. Il s'agit bien sûr des Estemenosuchidés. Comme les dinocéphales que nous verrons par la suite, les Biarmosuchiens ont eux aussi arboré des crânes pachyostosés. C'est-à-dire que les crânes de ces derniers ont subi un processus dit de pachyostose, correspondant tout simplement à une augmentation de la densité osseuse des os du crâne. Ce caractère était, chez les synapsides du Guadeloupien, assez répandu. On le retrouve chez tous les dinocéphales, tels les antéosaures, les tapinocéphales ou encore les estéminosuchidés, que j'ai déjà développé dans le premier épisode des HDT, mais aussi chez les Biarmosuchiens avec les fameux Burnétéidés, tels le genre Proburnetia que nous allons à présent découvrir.
Le genre Proburnettia, dont l'espèce type est Proburnettia biankensis, a vécu il y a environ 265 millions d'années au cours du Capitanien. Les restes fossiles de Proburnettia se traduisent par 2 crânes relativement bien conservés, découverts dans le bassin de la rivière Biatka dans le district Kotelnitch en Russie. Et il s'agit ici du Birmosuchien dont les restes fossiles sont les mieux préservés. Ces crânes sont caractéristiques des Burnettiidae, car bel et bien pachyostosés. En effet, ces derniers sont pourvus de protubérances osseuses sur le toit crânien, ainsi que de cornes supratemporales, formées par les os squamosaux et pariétaux. Les fosses temporales sont aussi relativement réduites, conséquence du processus de pachyostose. La denture, elle, est caractéristique des Birmosuchiens, avec une paire de canines sur le maxillaire. Le Proburnettia était vraisemblablement un petit synapside prédateur dont la taille est estimée à environ 2 mètres de long. Il devait très certainement s'attaquer à de petits diapsides ou autres petits stégocéphales vivant dans un milieu forestier à la végétation luxuriante. Proburnettia symbolise un taxon avec tout de même de nombreuses similitudes anatomiques avec les dinocéphales. Il est donc tout à fait possible que les Birmosuchiens et les dinocéphales aient de très gros liens de parenté. Mais il se pourrait aussi qu'il s'agisse tout simplement d'un cas de convergence évolutive. Ah, les dinocéphales, encore un clade mal connu du grand public et même des paléontologues. Et pourtant, il s'agit des thérapsides les plus volumineux au Paléozoïque. Et aussi parmi les plus diversifiés, et aussi ceux dont la diversité morphologique est la plus importante. Il nous reste encore des choses à apprendre. Il est donc maintenant temps, je pense, de faire leur connaissance. Mais avant cela, rappelons quand même le contexte environnemental où prospéraient les dinocéphales. Au cours du Guadeloupien, le climat global se réchauffe, entraînant la fonte des Inland Seas recouvrant alors la future Australie et une partie de l'Antarctique. La principale conséquence est la constitution de vastes zones boisées au sud du Gondwana, constituées principalement par les ptéridospermatophytes comme le célèbre Glossopteris. De nouveaux milieux font leur apparition et avec eux une nouvelle faune. Ainsi apparaissent les premiers dinocéphales, les plus grands vertébrés terrestres ayant vécu sur la Pangée avant la grande extinction. Les dinocéphales se caractérisaient par de nombreuses synapomorphies, qui les différenciaient de la plupart des autres thérapsides, y compris peut-être des Burnettiidae, que nous venons juste de quitter. Quoi qu'il en soit, ils se caractérisaient principalement par une très forte densification de leur ossature. Il s'agit bien sûr de la fameuse pachyostose. Mais ils se caractérisaient aussi par l'élargissement considérable de leur fosse temporale, malgré le processus de pachyostose. On en déduit ainsi des muscles temporaux bien plus développés. Les incisives sont aussi caractéristiques du taxon. En effet, elles portent un léger talon sur la face linguale à la base de la couronne. Résultat de la pachyostose, les os du crâne enferment totalement l'endocaste crânien, ce qui est tout à fait unique chez les thérapsides. Les dinocéphales connaissent un certain gigantisme parmi les thérapsides, et ils sont principalement représentés dans les gisements russes et sud-africains datés du Wardien Capitanien, soit environ entre 268 et 260 millions d'années avant notre ère. Les dinocéphales forment un groupe monophylétique subdivisé en 3 clades. Les tapinocéphales, anciennement appelés les titanosuchiens, les antéosauriens, anciennement appelés les brytopiens, et enfin les estéminosuchiens, qui ont toujours été des estéminosuchiens. Ces grands thérapsides ont prospéré durant une toute petite période, s'étendant sur les 2 derniers étages du Guadeloupien. Leur radiation adaptative fulgurante est d'ailleurs immédiatement suivie par l'extinction quasi totale du taxon à la fin du Capitanien. Leur extinction coïncide parfaitement avec la crise d'extinction mineure du Capitanien. Par conséquent, il est encore une fois possible que les grands bouleversements environnementaux brutaux ayant eu lieu au cours de la transition capitanien ou capingien aient tout simplement causé leur extinction. Mais en réalité, on n'en sait rien.
Les tapinocéphales forment un clade de thérapsides illustrant selon moi parfaitement la radiation adaptative des dinocéphales. On les retrouve du Wardien inférieur avec le Tapinocaninus, découvert dans l'Eodesnodon Assemblage Zone au Karoo, mais aussi à la fin du Capitanien avec les derniers grands tapinocéphalidés comme le célèbre genre Moschops. Ces grands thérapsides pouvaient atteindre et dépasser les 5 mètres de long, ce qui est absolument extraordinaire pour un thérapside non mammalien. Ils prospéraient dans de vastes plaines humides où ils pouvaient rencontrer leur éventuel prédateur. Il s'agit tout simplement de leurs plus proches cousins, les antéosaures. Les tapinocéphales se caractérisent principalement par une pachyostose des os du crâne assez exacerbée. Cela justifierait d'ailleurs un comportement intraspécifique assez particulier se traduisant par des chocs frontaux. De véritables coups de boule tels que l'on pourrait le voir aujourd'hui avec nos bœufs musqués. Ces thérapsides voient aussi leurs canines progressivement se réduire, tandis que les incisives, elles, se développent. Il y a ici une denture caractéristique de grands herbivores. Sauf qu'il y a une exception, et oui, il s'agit des titanosuchidés, de grands tapinocéphales au régime alimentaire très certainement carnivore, dont le plus célèbre genre est Titanosuchus. Mais en plus, ils pouvaient être aussi herbivores, tel que nous le montre le genre Jankeria, leurs canines restant dans les deux cas relativement développées, comme ce que l'on peut le voir avec d'autres dinocéphales tels les Estemenosuchidés. Les tapinocéphales sont surtout connus des gisements russes, sud-africains et américains, et ils se traduisent la plupart du temps par des spécimens relativement complets. Maintenant, nous pouvons enfin découvrir les tapinocéphalidés, les plus grands thérapsides non mammaliens herbivores. La famille des tapinocéphalidés, dont le genre type est Tapinocephalus, constitue un taxon parfaitement représentatif du succès des dinocéphales aux Guadeloupiens. Les plus anciens tapinocéphaliens ont vécu au cours du Wardien, il y a environ 268 millions d'années, et ils pouvaient atteindre des tailles estimées entre 3 et 7 mètres de long. Ces grands thérapsides, à la posture dressée, aux membres antérieurs plus développés que les membres postérieurs, et surtout au crâne bombé et compact dû au processus de pachyostose, admettaient un régime alimentaire herbivore. Découvrons maintenant ces titans du Permien. Le Tapinocaninus est très certainement le tapinocéphale le plus basal que l'on connaisse à l'heure actuelle. Ce genre, dont l'espèce type est le Tapinocaninus pamelae, a été découvert dans l'Eodesnodon Assemblage Zone, daté du Wardien au Karoo. 4 spécimens sont connus et ces derniers se traduisent seulement par des crânes et des restes mandibulaires. Ces crânes fossiles donnent néanmoins beaucoup d'informations. En premier lieu, le crâne est volumineux, il atteint les 50 cm de long, ce qui indique des thérapsides de très grande taille, dépassant les 3 mètres de long. Ensuite, on observe d'énormes bourrelets osseux ornant le toit crânien et les arcades sourcilières. Il s'agit encore une fois du processus de pachyostose, si caractéristique des dinocéphales. Enfin, la denture est bien hétérodonte et spécialisée, avec des incisives déjà très développées et des canines présentes sur le maxillaire, restant encore de grande taille. Il s'agit ici d'un trait anatomique caractéristique des tapinocéphales basaux. En effet, ceux du Capitanien, comme le Tapinocephalus, verront leurs canines considérablement se réduire. Tapinocaninus pamelae était un des plus grands thérapsides prospérant autrefois dans les vastes plaines alluviales au climat tropical. Cet herbivore devait très certainement se nourrir de racines, de frondes de fougères ou encore de cicadophytes. Tout d'abord, il faut savoir que le genre Moschops, dont l'espèce type est le Moschops capensis, n'est essentiellement connu qu'en Afrique du Sud. Tous les spécimens du Capitanien russe, qui lui étaient autrefois attribués, appartiennent désormais au genre Oulemosaurus, proche parent du Tapinocaninus du Wardien sud-africain. Moschops est lui considéré comme l'un des derniers dinocéphales du Capitanien. Mesurant entre 5 et 7 mètres de long, il fait aussi partie des plus grands. Il se caractérisait par un crâne bombé pachyostosé dont l'endocaste était parfaitement enfermé par la structure osseuse crânienne. La position du cerveau dans le crâne du Moschops indique aussi une nouvelle posture de la tête de l'animal, dont les mâchoires pointent vers le sol. Selon certains paléontologues, le Moschops admettait un mode de vie semi-aquatique. Eh bien cela vient tout simplement d'être contredit, car si le Moschops admettait un mode de vie semi-aquatique,
sa tête serait systématiquement plongée dans l'eau, empêchant ainsi quelque chose de vital, la respiration. Cette orientation du crâne devait être d'ailleurs parfaitement adaptée au comportement intraspécifique de l'animal, c'est-à-dire un comportement où on réalise de puissants chocs frontaux. Des coups de boule pour séduire ces dames, c'est sans doute un excellent moyen pour arriver à ses fins. La reproduction. Moschops est l'un des plus grands tapinocéphales à avoir vécu sur notre planète. Il vécut il y a environ 260 millions d'années, à la toute fin du Capitanien, dans ce qui sera le Karoo, véritable Eldorado du Permien. Ce grand herbivore devait d'ailleurs très certainement vivre en troupeau, et son plus grand prédateur était très certainement Anteosaurus. Les Titanosuchidés forment une autre famille de dinocéphales tapinocéphaliens, dont tous les genres ont vécu entre 270 et 260 millions d'années avant notre ère. Tout comme les tapinocéphalidés, les Titanosuchidés étaient de grands thérapsides, pouvant atteindre des tailles estimées entre 3 et 6 mètres de long. Le genre type Titanosuchus est considéré comme le genre représentatif de cette famille. Et à l'instar de celui-ci, on considère les Titanosuchidés comme étant de grands prédateurs carnivores. Le principal argument pour soutenir cette hypothèse étant la denture caractéristique des Titanosuchidés. En effet, ces tapinocéphales ont tout simplement conservé de longues canines et des incisives relativement peu développées. Leur crâne est aussi assez volumineux et la fosse temporale assez élargie, ce qui suggère une force de morsure plus importante. Mais, parce qu'il y a toujours un mais en science, il est aussi possible que les Titanosuchidés utilisent leur mâchoire à l'instar d'un autre groupe de dinocéphales, j'ai nommé les Estéminosuchidés. Donc ils utiliseraient leur mâchoire et donc leur denture, si caractéristique d'un carnivore, comme une véritable arme de défense contre les prédateurs. Leurs membres courts et leur corps très volumineux indiquent la présence d'un système digestif adapté à la digestion de plantes, ce qui vient tout simplement s'opposer au régime alimentaire carnivore. On retrouve d'ailleurs un exemple similaire dans nos faunes modernes, avec l'Hippopotamus amphibius, notre hippopotame commun qui arbore des caractères comparables. Selon les dernières études réalisées sur le sujet, le régime alimentaire des Titanosuchidés se rapproche plus d'un régime alimentaire omnivore. Voici 260 millions d'années, dans les plaines humides du Karoo, prospéraient des titanosuchiens dépassant les 5 mètres de long. Ces grands thérapsides, à l'allure d'hippopotame, portent le joli nom de Jonqueria truculenta. Jonqueria est bien souvent un genre placé dans l'ombre de Titanosuchus, quand on parle des Titanosuchidés, voire même de l'intégralité des dinocéphales. Découvrons donc ce genre peu connu. Les restes fossiles de Jonqueria se traduisent par de nombreux squelettes plutôt complets, ainsi que de très beaux crânes, tous découverts dans la Tapinocephalus Assemblage Zone, au Karoo, dans des roches datées du Capitanien supérieur. Jonqueria se caractérisait par un grand crâne pachyostosé, dont les mâchoires étaient massives et assez allongées. Jonqueria était aussi pourvu de membres antérieurs et postérieurs très courts, alors que le corps, lui, est massif. Ce trait morphologique indique potentiellement un mode de vie amphibie. Ce grand thérapside était autrefois considéré, à contrario avec Titanosuchus, comme un grand herbivore. Cependant, il s'avère aujourd'hui que les deux principaux genres de cette famille, Titanosuchus et Jonqueria, furent probablement omnivores. Contemporain des antéosaures et autres birmosuchiens, Jonqueria était très certainement un sérieux adversaire. Il pouvait, grâce à ses puissantes mâchoires ainsi que ses longues canines, asséner de terribles morsures à quiconque s'attaquait à lui. Nous voilà enfin face au plus grand prédateur terrestre du Paléozoïque, les antéosaures. De grands dinocéphales aux mâchoires massives et aux canines surdéveloppées. Le clade Anteosauria, anciennement appelé Britopia, est constitué de deux familles bien distinctes. Les Britopodidés et bien évidemment les Antéosauridés. Cette dernière est elle-même constituée en deux sous-familles, les Pseudoninés et les Antéosaurinés. Le grand clade Anteosauria est supporté par de nombreuses synapomorphies. En effet, les antéosaures se caractérisent par la présence d'un prémaxillaire orienté vers le haut, d'un maxillaire dont l'extrémité ventrale est convexe, d'une crête lacrymojugale et d'un crâne pachyostosé,
des membres fins et des phalanges plus courtes que celles de nos biarmosuchiens, et enfin d'une fosse temporale élargie et d'une denture spécialisée dite hétérodonte avec des incisives et des canines surdéveloppées. En d'autres termes, il s'agit de super prédateurs appartenant au niveau trophique le plus élevé dans les écosystèmes du Capitanien. Ils sont aussi extrêmement bien répartis dans l'ensemble de la Pangée. En effet, on les retrouve dans le registre fossile permien chinois, brésilien, sud-africain et russe. De plus, et ça va souvent de pair avec une grande répartition géographique, ces thérapsides étaient très diversifiés. Par conséquent, nous allons découvrir des dinocéphales aux terribles mâchoires. Et nous allons commencer immédiatement avec la famille les plus basales des dinocéphales antéosauridés, je cite bien sûr les Sciudoninés. Eh bien voici un taxon dont le nom, je pense, ne vous dit absolument rien, comme la plupart des clades évoqués dans cette vidéo, mais bon. Et pourtant il s'agit du groupe frère des antéosaurinés, constitué principalement des genres Sciodon, Australosciodon ou encore Pampaphoneus. Ces thérapsides, dont les tailles sont estimées entre 1 et 3 mètres de long, se caractérisent d'une part par des tailles plus réduites que leurs cousins antéosaurinés, mais aussi par des canines à la forme de crochets ou encore des orbites élargies, des dents postcanines beaucoup plus nombreuses et enfin une pachyostose qui est beaucoup moins visible. Les Sciudoninés, dont le genre type est Sciodon, sont considérés comme le clade le plus basal chez les antéosauridés. Ces prédateurs de taille moyenne pouvaient très certainement infliger de cruelles morsures du fait de leur imposante mâchoire ainsi que leur denture si impressionnante. À l'heure actuelle, ces animaux se retrouvent exclusivement dans le registre fossile du rhodien russe, du wardien sud-africain et du capitanien brésilien. Autrement dit, les Sciudontinés ont prospéré tout au long du Guadeloupien, avant de s'éteindre subitement il y a 260 millions d'années, comme tous les dinocéphales. Ils chassaient très certainement des paréisaures, de grands anapsides ayant vécu uniquement au Permien, mais aussi comme leurs cousins les antéosaurinés, devaient-ils chasser des tapinocéphales divers. Sciodon, genre type de la famille des Sciudontinés, constitue un genre de taille réduite par rapport à un antéosauriné. Et pour cause, sa taille ne dépassait guère le mètre au vu de ses restes fossiles découverts dans le Capitanien de la Perme en Russie. Ces fossiles se traduisent d'ailleurs par un crâne plutôt bien conservé et quelques restes post-crâniens plutôt partiels. Comme tous les Sciudontinés, l'animal se caractérisait par une denture spécialisée, dont les canines étaient fortement incurvées, mais aussi par un crâne très faiblement pachyostosé, ce qui est le comble pour un dinocéphale. Sciodon birmicum, l'espèce type du genre, était aussi pourvu de mâchoires longues et étroites, ainsi que de fosses temporales bien moins larges que celles des antéosaurinés. On peut donc en conclure que Sciodon chassait de petites proies, dont les tailles ne dépassaient guère celles de son propre prédateur, à savoir le mètre de long. Jeunes paréisaures et tapinocéphales, petits sauropsides diapsides, et bien évidemment des stégocéphales contemporains devaient constituer l'essentiel de ces proies. Pampaphoneus est un autre Sciudontiné découvert dans la formation del Rio de Rasto au Brésil. Il est d'ailleurs le seul Sciudontiné brésilien. L'espèce type du genre est Pampaphoneus bicaei et il fait partie des antéosaures les plus récemment décrits. En effet, ce dernier s'est fait connaître en 2012. Ça peut paraître vieux, mais pour l'étude des thérapsides, c'est relativement récent. Avec ses 32 cm de long, son crâne est le plus grand parmi tous les Sciudontinés découverts à ce jour. En parlant des restes fossiles, ils se traduisent globalement par un crâne très bien conservé et quelques vertèbres. Pampaphoneus est à l'heure actuelle considéré comme le Sciudontiné le plus grand à avoir vécu. Il mesurait dans les 2,50 m de long, mais les restes fossiles pourraient bien correspondre à un spécimen juvénile. Ses principaux caractères sont globalement similaires à ceux de Sciodon. Cependant, nous pouvons préciser la présence chez Pampaphoneus d'un os postorbitaire épais formant des arcades sourcilières plus marquées.
Cela montre une intensification du processus de pachyostose chez les derniers Sciodontinés. Pampaphoneus vécut à la toute fin du Capitanien terminal, il y a entre 260 et 259,5 millions d'années. Il fut l'un des derniers antéosauriens. Dans son environnement, se traduisant principalement par des forêts de Glossopteris, Pampaphoneus était l'apex predator de cet environnement, s'attaquant ainsi à tout ce qui passait à sa portée. Seuls les antéosaurinés pouvaient le concurrencer, taxon que nous allons à présent découvrir. Ah, voici le taxon symbole de l'explosion radiative des dinocéphales. Il s'agit bien sûr des superprédateurs des écosystèmes terrestres du Permien moyen, les antéosaures. On retrouve les différents spécimens appartenant à cette sous-famille dans les gisements permiens, russes, sud-africains et chinois datés du Wardien au Capitanien supérieur. Leur grande répartition géographique reflète encore une fois une grande diversité d'espèces. Les antéosaurinés, dont le genre type est Antéosaurus, mais dont le genre le plus médiatisé est le genre Titanophoneus, forment un clade défendu par de nombreuses synapomorphies qui les distinguent clairement des Sciodontinés. Tout d'abord, ces thérapsides se caractérisent par une denture spécialisée, dont les canines sont bien sûr surdéveloppées et formeraient des dents de sabre. Les incisives sont elles aussi très allongées, mais par contre, les dents post-canines ont quasiment totalement disparu. Autrement dit, seul l'avant de la mâchoire est denté. De plus, on remarque aussi un crâne bien plus massif, avec une fosse temporale très élargie, et bien sûr le niveau de pachyostose y est comparable à celui de Tapinocaninus et des tapinocéphales basaux. En effet, le toit crânien, constitué des os nasales et frontales, est fortement épaissi et rugueux. Ensuite, la taille de ces prédateurs est considérable, entre 3 et 7 mètres de long, ce qui est énorme. L'élargissement du crâne et de la fosse temporale est d'ailleurs corrélé avec la présence de protubérances osseuses sur l'os angulaire. Encore une fois, cela met en évidence des muscles des mâchoires de plus en plus puissants. Sans aucun doute, les antéosaurinés devaient être les prédateurs au niveau trophique le plus élevé, surclassant absolument tous les autres thérapsides carnivores contemporains. Ces mâchoires puissantes suggèrent d'ailleurs que les différents taxons de cette sous-famille devaient s'attaquer à de très grosses proies, dont les tailles excédaient souvent les 3 à 7 mètres de long. Contrairement aux Sciodontinés qui devaient s'attaquer à des spécimens juvéniles, les antéosaurinés, eux, devaient tout simplement s'attaquer à des spécimens adultes appartenant aux paréisaures ou encore aux tapinocéphales. Antéosaurus, genre type du clade Anteosauria, est un thérapside non mammalien des plus impressionnants. En premier lieu, de par ses mensurations. En effet, ce grand carnivore pouvait atteindre et même dépasser les 6 mètres de long. Ce qui fait d'Anteosaurus le plus grand taxon chez Anteosauria, mais aussi le plus grand prédateur des faunes terrestres du Paléozoïque. Rien que ça. De plus, Anteosaurus fait partie des dinocéphales dont le crâne est le plus pachyostosé, en contradiction totale avec la totalité des Sciodontinés. En effet, comme ses cousins Titanophoneus et Sinophoneus, Anteosaurus était pourvu d'une denture spécialisée hétérodonte, dont les canines constituaient de véritables dents de sabre. La fosse temporale était très élargie, davantage que chez ses cousins, ce qui suggérait des mâchoires très puissantes. Malgré ce formidable arsenal, Anteosaurus avait tout d'abord été considéré comme un organisme piscivore, ce qui est profondément incohérent avec les dents massives et hétérodontes, mais aussi avec le large crâne et les muscles temporaux particulièrement développés. Tous ces caractères soutiennent un régime alimentaire strictement carnivore et une prédation terrestre. Un animal piscivore, à l'image du gavial moderne, est pourvu d'une denture homodonte, dont les dents sont coniques, permettant ainsi d'harponner les proies. Les mâchoires sont aussi longues et étroites, ce qui est tout à fait l'inverse avec Anteosaurus. Anteosaurus magnificus, espèce type du genre Anteosaurus, est connu de très nombreux crânes très complets et bien conservés, ainsi que de quelques restes post-crâniens partiels, dont des vertèbres caudales et dorsales.
Antéosaurus, vous l'avez compris, était très certainement le prédateur ultime des écosystèmes terrestres du Capitanien. Ses proies devaient être des tapinocéphales, de grands titanosuchiens comme le Jonqueria que nous avons vu précédemment, mais aussi d'autres Estéminosuchidés et Siodontinés. Et pour terminer, il fut l'un des derniers dinocéphales à avoir vécu sur notre planète. Au cours des 10 millions d'années que dure le Guadeloupien, les Birmousuchiens et bien sûr les dinocéphales connaissent une grande radiation adaptative. Ils supplantent la plupart des eupélicosaures et colonisent tous les milieux terrestres. Leur diversité d'espèces n'avait d'égal que leur grande diversité morphologique, et c'est ce qui me passionne chez les paléotherapsides. La quasi-totalité des dinocéphales, le groupe le plus diversifié chez les paléotherapsides, se sont cependant tous éteints peu après leur radiation adaptative. Ce grand renouvellement des faunes permiennes qui amènera à l'apparition des anomodontes et autres gorgonopsiens n'admet encore aucune cause déterminée. Des études réalisées dans le Spitzberg canadien ont cependant démontré une forte diminution de la diversité des bivalves, des foraminifères et des trilobites dans les océans du Guadeloupien terminal. Et la découverte en Chine des Traps d'Emeishan, dont l'éruption fut contemporaine de l'extinction quasi totale des paléotherapsides, comme les dinocéphales, ou encore le déclin des foraminifères, des bivalves et même des trilobites, démontrent visiblement qu'à la fin du Capitanien, il y a 260 millions d'années, est survenue une grande crise d'extinction massive qui aurait provoqué leur extinction. C'est la crise d'extinction mineure du Capitanien ou Capingien. Et c'est avec cet événement que je clôture cette vidéo. Et voilà, ce nouvel HDT est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Ça faisait longtemps que je voulais faire une réactualisation, même partielle, de ma vidéo sur les reptiles mammaliens, et bien sûr, il s'agit selon moi d'un des sujets les plus intéressants qu'il fallait aborder. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour clôturer la saison 1 des ARLM. Allez, salut à tous, et à bientôt.